7h14, les experts d'Europe 1, Thomas Soto. Ils sont là les experts, Axel de Tarlet pour l'écho, Antonin André pour la politique, Alex Taylor pour l'Europe et Anne Le Gall qui innove. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Axel de Tarlet, vous nous faites passer à table ce matin et vous nous parlez d'une enquête UFC Que Choisir qui risque d'envenimer un peu plus la crise du monde agricole. On trouve de tout et surtout n'importe quoi dans les nuggets, les saucisses et globalement tous les produits transformés. Exactement, c'est le problème de la traçabilité qui est très forte pour tout ce qui est viande fraîche vendue au détail dans les supermarchés. Là, on peut remonter à la région jusqu'à l'agriculteur. En revanche, il n'y a aucune obligation de traçabilité pour tous les produits transformés. Si vous achetez des rillettes ou des raviolis, bien vous n'avez aucune idée d'où vient le porc ou les porcs qui ont servi à fabriquer ces rillettes. Alors je peux vous dire que les industriels s'en donnent à cœur joie sur l'absence de traçabilité. C'est ce que montre donc cette enquête UFC Que Choisir qui est publiée aujourd'hui dans Le Parisien. Alors quelques exemples, si vous achetez des paellas ou du cassoulet, les manchons de poulet viennent de Thaïlande où ils baignent dans de la saumure. Bon, ça n'est pas un scoop, vous allez me dire, mais la fameuse saumure. Oui, il paraît que c'est pour éviter ça. J'ai pas compris que c'est pour éviter les droits de douane. Voilà, bon, bref. La saucisse de Strasbourg, ça n'est pas un scoop, mais elle ne vient pas de Strasbourg. 3 fois sur 4, on n'a aucune idée de la provenance du porc qui a servi à fabriquer les saucisses de Strasbourg. De toute façon, il y a un acheteur, j'allais dire un repenti, mais il y a un acheteur de la filière qui dit il n'y a qu'un seul critère, c'est j'achète ce qu'il y a de moins cher. Et ce qu'il y a de moins cher, c'est rarement français. Alors si, quand la provenance est française, alors là, vous pouvez être tranquille, elle est marquée, il y a écrit cochon qui vient de France, etc. Or, vous savez que... Mais par exemple, si vous achetez des sandwichs avec du jambon, dans 92% des cas, vous n'avez aucune idée d'où vient le jambon qui peut venir du Brésil, de Pologne, etc. Si vous achetez des nuggets... C'est hallucinant d'entendre qu'avec la crise du porc qu'on connaît en France, le jambon d'un sandwich vient du Brésil. Quoi. Voilà. 92% des sandwichs vendus en France, aucune information... Donc ça veut dire qu'il ne vient pas de France. Quoi. Pareil pour les nuggets dans les 2 fois sur 3. Or, il y a c'est monstrueux. En général, c'est tout ce qu'il y a de pire, tout ce dont on n'a pas besoin, on le broie et ça fait un nuggets. Ça fait des nuggets, voilà, exactement. Or, c'est là une vraie demande du consommateur. 70% des gens aimeraient savoir ce qu'ils mangent et une vraie demande des agriculteurs, vous le disiez, parce que ce serait pour les agriculteurs une façon de valoriser, de dire poulet qui vient de Bretagne, élevé sans antibiotiques. Mais il y a un blocage au niveau, c'est malheureux à dire, mais européen, parce que comme il y a la libre circulation des biens et des produits en Europe, il faut que cette réglementation s'impose dans tous les produits de l'Union européenne. Et vous savez, c'est compliqué, on est 28. Évidemment. Voilà. La politique, Antonin André, c'est la phrase de Cécile Duflot qui a nourri la polémique tout le week-end, phrase prononcée à la tribune de l'Assemblée nationale sur la déchéance de nationalité. Le dernier régime à l'avoir massivement utilisé fut le régime de Vichy et Cécile Duflot n'en retire pas un mot. Oui, c'est une récidiviste. Le 24 décembre dernier, déjà, Cécile Duflot expliquait que la déchéance de nationalité est une réalité du régime de Vichy. C'est donc pas un dérapage, c'est un parallèle qu'elle assume. Et de fait, 15 000 Français, selon différentes sources, ont été déchus de leur nationalité sous Vichy. 6 000 d'entre eux étaient juifs, les autres étaient des résistants ou ennemis du régime. Alors rappelons qu'aujourd'hui, il s'agit pour le gouvernement de déchoir de leur nationalité des terroristes condamnés. Tenez-vous bien, Cécile Duflot en décembre dernier avait répondu à cette objection sans se démonter. À l'époque, dit-elle, les hommes et les femmes déchus de leur nationalité, le régime de Vichy les appelait des terroristes. Elle confond juste les bourreaux d'aujourd'hui avec les victimes de l'époque. Bon, terrain glissant, on est à la limite de la provocation. François de Rugy, député Europe Écologie Les Verts, lui demande de s'excuser. Ce que Cécile Duflot ne fera pas, mais elle cherche quoi exactement ? À mettre le feu. Pour exister, Cécile Duflot ne pense qu'à la présidentielle et elle est à la traîne. En cas de primaire à gauche, elle est créditée de 2 à 3% selon les sondages. Donc pour s'imposer comme première opposante à la gauche, elle doit taper fort et souvent. Il se trouve que Benoît Hamon est député socialiste par exemple, donc lui, il ne peut pas se permettre d'aller aussi loin dans l'outrance. Jean-Luc Mélenchon n'a pas la tribune de l'Assemblée nationale pour se faire entendre. Donc elle essaie de faire jouer son avantage. Et puis elle veut mettre le feu pour brûler les chances des écologistes d'entrer au gouvernement. Nicolas Hulot a dit non, mais Emmanuelle Cos, la secrétaire nationale d'Europe Écologie, je vous le dis, est en contact régulier avec l'Élysée. Elle est ministrable dans le prochain remaniement. Alors Cécile Duflot, elle veut tout faire pour que ça n'arrive pas, pour que le fossé entre écologistes et gouvernement devienne infranchissable. Et au passage, vous noterez que dans la stratégie pyromane de Cécile Duflot, il y a une grande sacrifiée, c'est l'écologie. Les Roms, le travail du dimanche, la déchéance, ça on entend parler de tout, Cécile Duflot, mais alors d'environnement, jamais.
Antonin André et son édito politique tous les matins avec les experts. Alex Taylor, des heurts à Calais, puis c'était censé être le lancement du mouvement Pegida à l'échelle européenne ce week-end. Alors oui, effectivement, Pegida, pour rappel, ce sont les patriotes contre l'islamisation des pays du soleil couchant, littéralement depuis l'allemand. Alors ils avaient annoncé en effet le lancement de la forteresse Europe pour samedi, mais déjà à Dresde, ville où le mouvement a commencé, rappelez-vous, il y a 2 ans, il y a eu des hicks, notamment l'absence du fondateur du mouvement, Lutz Bachmann, cloué au lit, malade, puis nettement moins de personnes, 8000 que lors des manifestations d'il y a quelques mois dans cette même ville qui atteignait parfois les 20 000. Puis il y a eu des hicks techniques, on a annoncé des multiplexes avec les autres capitales, puis la liaison n'a pas marché. Ailleurs, justement, le mouvement devait se lancer à Dublin, mais pas beaucoup de monde. Il y a eu des heurts à Amsterdam ou à Prague, où des Pegida ont lancé des cocktails Molotov contre un centre culturel qui propose des cours de tchèque aux nouveaux venus. Sinon, quelques mini-manifestations à Copenhague, Varsovie, Manchester ou encore en Lettonie. Bon, ce que ça veut dire, Alex, c'est que Pegida à l'européenne, en fait, ça ne fonctionne pas. Non, en gros, il y a un problème de base. Alors, la plupart de ces sympathisants de Pegida, quand on gratte un peu, passent leur temps à pester contre tout ce qui vient de l'Europe. Du coup, ils ne sont pas forcément très crédibles lorsqu'ils se vantent tout d'un coup de valeurs européennes. C'est dans l'autre sens un peu comme les syndicats qui lancent des grèves pan-européennes contre la méchante Europe capitaliste. Puis partout, quand on regarde, c'est très mélangé avec diverses extrêmes droites. Rien qu'en Allemagne, par exemple, l'alternative pour l'Allemagne, qui frôle maintenant les 12% dans les sondages, c'est un parti anti-Union européenne, mélangé avec des groupuscules franchement un peu nazis, et puis les identitaires, c'est un nouveau mouvement encore de droite, d'extrême droite en Allemagne. Alors quand tout ce monde prétend défendre l'Europe, ils ne sont ni crédibles ni franchement très sympathiques. Voilà, puis cette manifestation de Calais qui a donné lieu à des interpellations, 5 personnes, dont un général, ancien patron de la Légion étrangère, le général Christian Piquemal, seront jugés en comparution immédiate aujourd'hui au tribunal de Boulogne-sur-Mer. Piquemal, 75 ans, désigné comme ayant eu le rôle principal dans cette manifestation qui, rappelons-le, était une manifestation interdite. Absolument. En France, mais pas ailleurs. On innove tout de suite. Notre innovation nous vient du Canada ce matin. Ce sont des ballons gonflables qui aident les éoliennes à produire de l'électricité. Racontez-nous. Oui, parce que le problème avec les éoliennes, c'est que sans vent, il n'y a pas de courant. Il faut prévoir des batteries pour prendre le relais de l'éolienne quand le vent ne souffle plus. Le problème des batteries, c'est que ça pollue et que ça s'use. D'où l'idée d'une société canadienne, Hydrostore, d'utiliser à la place des batteries des ballons gonflables géants. Des ballons alors qu'ils ne volent pas dans le ciel, ils sont immergés sous l'eau. Mais attendez, c'est quoi le lien entre des ballons sous-marins et des éoliennes ? Alors, c'est pas complètement évident. Il faut imaginer effectivement une usine d'éoliennes près d'un lac. Donc, on a sur la rive l'usine, un champ d'éoliennes sur la rive. Dans le lac, 6 ballons géants qui sont immergés. Ils sont reliés à l'usine par des tuyaux sous-marins. Quand il y a beaucoup de vent, l'excès d'énergie des éoliennes va permettre de gonfler les ballons sous l'eau, ce qui fait que lorsque les éoliennes ne tournent plus, quand il n'y a plus de vent, on demande aux ballons de se dégonfler et alors l'air comprimé remonte dans les tuyaux sous la pression de l'eau du lac pour venir faire tourner les turbines de l'usine et fabriquer l'électricité. Mais ces ballons, ils doivent se dégonfler très vite, non ? Eh bien, figurez-vous que 6 ballons permettent d'alimenter 300 maisons en électricité pendant 1 heure, c'est pas mal. Donc après, il suffit d'adapter le nombre de ballons aux besoins. Et après, les tests qui sont en cours en ce moment au Canada, eh bien, ces ballons pourraient être commercialisés dans 4 ou 5 ans. Ah oui, c'est donc presque pour demain. Voilà, donc l'innovation qui est pleine de vent ce matin. Merci beaucoup, Anne Le Gall.